Élection présidentielle 2025. Le vieux Grigou, Alassane Ouattara, sera-t-il candidat? Mais en le faisant, j'avais à cœur de préserver certains acquis, dont la limitation à deux, le nombre de mandats présidentiels. Mais dans la troisième constitution. Et voyez-vous, cette clause était dans la constitution de la Deuxième République. La Deuxième République, en 2000. Et donc, bien évidemment, elle est dans la constitution de la Troisième République. Tous les observateurs de bonne foi savent bien qu'étant dans la Troisième République, il n'y a pas de rétroactivité et rien ne m'empêche d'être candidat. C'est d'ailleurs le cas pour mes prédécesseurs s'ils remplissent toutes les autres conditions. Autrement, pourquoi pensez-vous que mon aîné, qui a fait 2 mandats, même si de son fait ces mandats ont été interrompus, ou mon cadet, qui a fait plus de 2 mandats avec une seule élection, puisse être candidat dans la Troisième République? Et voilà, ils disent que ces gens-là peuvent être candidats, et moi je ne peux pas être candidat. Mais je vais dire à leurs militants que s'il n'y avait pas eu la constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Babo. Alassane Ouattara est un vieux grigou cynique. Il ment comme il respire. Il se joue de tout le monde. Il adore enfariner partisans et adversaires. C'est donc avec une certaine surprise que l'entourage du dictateur des lagunes apprend avec insistance que ce dernier a décidé, mais qu'il a, et je cite, vraiment et sérieusement décidé, de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Lui-même annonce qu'il a largement discuté du sujet avec son épouse Dominique et qu'ensemble donc, ils auraient décidé qu'il ne remplit pas pour un 4e mandat. C'est dans cette logique qu'il aurait convoqué le vice-président Kone Tiemoko Melie et son petit frère Tene Birahima Ouattara Di La Fiole, ministre de la Défense. C'est ce ticket qu'il entend présenter à l'élection présidentielle de 2025. Pour ce faire, des réunions régulières ont été initiées depuis lors en vue de se donner tous les moyens pour préparer cette élection à venir. Alassane Ouattara les a instruits de lui proposer dans les plus brefs délais une équipe commando qui devra commencer à peaufiner les stratégies. Il leur a donné carte blanche pour constituer un nouveau gouvernement à leur guise afin d'y placer tous les hommes à la solde de Tene Birahima Ouattara Di La Fiole. Ces derniers, dans un gouvernement de campagne, nourris à la mamelle des arcanes financiers publics, pourront distribuer des billets de banque dans tous les recoins du pays au nom du duo Melie-Birahima. Pour le tyran Ouattara, cette élection doit être remportée coûte que coûte et vaille que vaille par le RHDP afin de préserver les acquis et les intérêts de sa famille et de son clan. Kone Tiemoko Melie, qui était étonné par le choix d'Alassane Ouattara porté sur sa personne, n'avait pas manqué de marquer sa surprise. C'est là que ce dernier l'a rassuré en lui disant que lui était désormais vieux et malade. Il lui a aussi dit qu'il n'avait plus la force pour mener ce genre de batailles politiques et électorales et qu'il voulait désormais la paix. Il faut souligner cependant qu'à l'origine, c'est Tene Birahima Ouattara qui était son choix numéro 1 pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire après lui. Seulement, ses maîtres occidentaux le lui ont vivement déconseillé.
Les chancelleries occidentales lui ont clairement dit que son jeune frère était réputé fainéant, incapable et vrai vaurien. Malheureusement, la fiole n'est pas un bon produit marketing politique et la pilule de la transmission familiale du pouvoir ne passera pas. Il faut donc mettre Konetiemo Komélié en avant, mais ce dernier serait en réalité un faire-valoir en cas de victoire. Le vrai président serait en réalité le vice-président, donc Ténébiraïma Ouattara dit la fiole. C'est un véritable remue-ménage auquel on aura droit les prochaines semaines en vue d'imposer aux Ivoiriens ce duo. Les deux tourtereaux sont aux anges à cette idée qui sonne réalité. Par la voix du président exécutif a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. Le code électoral et la constitution seront modifiés pour écarter les candidats de l'opposition afin de faire le lit à l'heureux duo. Les proches du despote ivoirien ont déjà commencé à faire passer le mot d'ordre selon lequel il aurait enfin accepté de ne pas faire un quatrième mandat. Mais en dépit de tout ce qu'Alassane Ouattara déroule comme programme, Chris Yapi est formel et catégorique. Chris Yapi n'y croit pas un traître mot. Oui, le vieux Grigou sera bel et bien candidat en 2025. Malheur à ceux qui vont se méprendre. Cette conclusion procède du fait que je connais la structuration de la pensée et le calibrage des neurones du despote. Il est atteint du syndrome d'Hubris. Oui, je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais, attention, mais je ne le ferai que tous ceux que je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Alassane Ouattara a atteint un tel niveau d'illusion qu'il ment, finit par s'en convaincre et il finit par y croire. Il finit par croire à ses propres mensonges. Ensuite, un tel malade, un tel obsédé, si boulimique du pouvoir, ne pourrait lâcher aussi facilement le pouvoir. Il voudrait le quitter qu'il ne le pourrait. À son corps défendant, il ne peut qu'envisager de mourir au pouvoir. Et toute chose étant égale par ailleurs, il suffira qu'il invente un complot après avoir désigné les deux tourtereaux, disant qu'un complot international et sous-régional menace de faire perdre l'élection au RHDP. Ce seul argument suffira pour qu'Alassane Ouattara revienne au devant de la scène. Ainsi, l'homme providentiel se sacrifiera de nouveau pour un quatrième mandat. C'est un plan bien ficelé et le vieux Grigou connaît bien qui jouera quel rôle et à quel moment. Tel est le destin des dictateurs et des despotes. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche,
Toi à sa droite. Nous avons là, trônant majestueusement, Son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? J'attends une réponse. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Je dis ça, mais bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? C'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, il y a encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer des coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires, mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir, nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, les élections tuent plus que les coups d'État. Les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'État militaires. Regardez le dernier coup d'État au Gabon. On n'a même pas giflé quelqu'un. C'est quand même curieux qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Et c'est ce que ces coups d'État nous enseignent aujourd'hui. Et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie, je vous invite à faire un recours à l'histoire. Parce que malheureusement, depuis au moins l'esclavage, nous nous sommes toujours fait avoir. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes, subitement, ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon de traiter les êtres humains comme des animaux. S'il faut reconnaître que des gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête, il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Ayant créé des machines, on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient. Sauf qu'une fois les machines arrivées, contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Les machines marchent aux matières premières. Et où est-ce qu'on trouve les matières premières? Comme par hasard, en Afrique. C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. Parce qu'on n'avait plus besoin des hommes
mais on avait besoin de nos terres. Et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol. Et après, on a parlé de la décolonisation, une autre vaste escroquerie. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il fallait alors repenser le monde. Une fois de plus, nous nous sommes fait avoir. On a fait semblant de décoloniser. On nous a obligés à signer des accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes. Nous faisons croire que nous étions aussi devenus des États. Que non, c'était encore un mensonge. Tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique, ou presque, ont tout simplement été assassinés. On s'est arrangé à mettre à la tête de nos États ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité, que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes. Vous vous rappelez des scènes de nos frères qui pleuraient au départ du colon en disant « Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire ?» C'est à ceux-là qu'on a remis le pouvoir. Sauf que le monde a évolué, la guerre froide a progressé, le monde s'est divisé. Certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos États, puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir, ont eu du zèle, ont commencé à regarder ailleurs. Et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit « Voici une occasion en or. Il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu. » La chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme. L'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale. Et comme Alain le disait tout à l'heure, François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à la Bolle pour dire les choses ont changé. Parce que des chefs d'État comme les Mobutu Sese Seko au Zaïre, Ahidjo au Cameroun, ou Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi malléables qu'on l'aurait souhaité. Ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'occupance qu'avait eu Mobutu de penser qu'il pouvait lancer une fusée à partir du Zaïre. Cela a inquiété. Et on s'est dit, comment on casse tout ça? Comment on fragilise tout ça? Et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.